Bonjour les amis franc-comtois de Commune Planète. Nous voici à nouveau ensemble pour continuer nos rencontres autour du thème santé et écologie. Après avoir lancé notre saison byzantine à Saint-Juan en compagnie de Laurence Lyonnais, la paysanne qui a su nous émouvoir sur ses passions, son métier, ses activités professionnelles et même ses recherches actives sur le concept Une seule santé, je vous invite aujourd'hui et la semaine prochaine à entrer dans un nouvel univers, tout aussi passionnant et vivant, celui de la forêt. La forêt et la santé. Quel lien, me direz-vous ? Eh bien, souvenez-vous, la semaine dernière, nous faisions allusion à une émission diffusée sur Arte et documentée en partie à Besançon. Elle s'appelait « Vive les microbes ». Je vous invite d'ailleurs à la regarder en replay car elle est toujours disponible et vous y trouverez une séquence sur les bains de forêt. Les bains de forêt. Ce sera donc ma première question à notre invité Sylvestre Soulier, un passionné de la forêt. Bonjour Sylvestre. Bonjour Denis, bonjour à tous. Avez-vous déjà vécu un bain de forêt, Sylvestre ? Écoutez, Denis, je crois que ma profession m'a destiné à faire des bains de forêt pendant quelques dizaines d'années. Et ça a déclenché des émerveillements chez vous ? Peut-être pas au début, parce que j'étais assez analphabète par rapport à la forêt, et je crois que j'ai appris un peu de son vocabulaire, effectivement. D'accord. A contrario, quel effroi vous avez eu dans les bains de forêt ? Alors, vous nous dites vos sentiments, hein, c'est la logique de cette émission, hein, votre ressenti, vos émotions. Effroi, comment dire, c'est difficile, mais je me souviens quand même de m'être perdu en forêt une fois. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois le confesser. Sur RCF, c'est très bien de se confesser. Bien que j'étais jeune forestier, j'avais 18 ans, je sortais de l'école forestière, je me suis perdu en forêt. Voilà. La brume tombait, c'était un début de soirée, et là j'ai senti que j'étais en milieu étrange et voire hostile, je ne savais plus où j'étais et j'avais quelques inquiétudes. Voilà, c'est vrai que ça a été un de mes premiers effrois en forêt. Et en même temps, je sentais que la forêt avait quelque chose d'enveloppant. C'était plus grand que moi, quoi. Oui. Mon petit-fils m'a raconté exactement la même chose hier à midi. Voilà. Mais vous ne nous avez toujours pas dit votre émerveillement. Quel est votre émerveillement en forêt ? L'émerveillement. C'est marrant parce que Laurence, la semaine dernière, a fait la même chose. Elle parle de son effroi, de ses craintes, mais pas de l'émerveillement. Alors, à vous. Les émerveillements. Comment dire ? C'est le trouble, en fait, qui est généré par le voisinage avec le milieu forestier. Parce que les perceptions s'affinent, les raccords se font entre les différents milieux, les compartiments du milieu. Tout ça est en train de bouger aussi très vite à cause des conditions aussi climatiques. Oui. Et des émerveillements, j'en ai assez fréquents. Mais il y en a un récent, alors là, on change un peu. Allez-y, Sylvestre. Mais par exemple, de découvrir que, par exemple, les champignons dans le sol, le nombre de champignons dans le sol se multiplie à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que simplement, le sol cherche des réponses pour pérenniser la vie sur ce qui se passe au-dessus du sol, quoi. Eh ben voilà, ça y est, on a notre émotion. Voilà, l'émerveillement de la vie dans la forêt, dans l'humus. Quelles conséquences ça a eu sur vos engagements, cet effroi et cet émerveillement ? Les conséquences, moi j'ai toujours été un militant de la forêt quand même, partisan de pratiques aussi assez respectueuses des interventions en forêt. Par exemple les gros tracteurs en forêt, ça me fait toujours un peu mal parce que je me mets à la place d'un milieu qui est extrêmement fragile et fragilisé, donc dont il faudrait prendre soin, il faudra avoir une grande attention à ce qui s'y passe, quoi, parce que ça se régénère, quoi, si on le laisse un peu tranquille, quoi. Voilà, vous commencez déjà un petit peu à être sur votre expertise, là. Hein. Oui. Il faut que ça se régénère, c'est ça que vous cherchez, hein. À nous dire peut-être pendant ces deux émissions qui vont arriver. Merci. On va faire déjà une petite pause avec Barbara, comme la semaine dernière. Derrière la saleté
s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou le les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on s'est fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on s'est fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et les cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurements de chartiers, plus fort que les enfants qui racontent des guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Mais il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mers, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La berceuse des mers, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter, il nous faut regarder. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Alors Sylvestre, Barbara, elle ne nous donne pas déjà une piste à suivre pour notre santé et celle de la forêt? Ne faut-il pas commencer par regarder, observer, écouter? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sylvestre? C'est les mots que j'aurais pu effectivement prononcer, Denis. Merci de je les avoir. Je ne sais pas si vous chantez bien, mais alors expliquez-nous pourquoi. Pourquoi vous les auriez prononcés? Mais c'est-à-dire que comment on finit par aimer? Comment on finit par s'attacher? Comment on fabrique les attachements? Qu'est-ce qui se passe quand on fréquente longtemps une personne ou un milieu qui nous intrigue ou qui nous intéresse ou qui nous surprend, etc. Bien, c'est simplement qu'on a déployé des antennes plus sensibles et qu'on a fait après la part des choses qui font que tout ça est de plus en plus beau, ou possiblement de plus en plus beau. En tout cas, pour la forêt, ça a été, moi, mon cheminement. C'est-à-dire qu'au début, j'avais affaire à une espèce de... Voilà... un espace un peu indéchiffrable, je redis le mot, et c'est devenu une matière sensible en évolution qui est faite de temporalités emboîtées les unes dans les autres et qui constitue justement cette puissance du vivant complexe qu'est une forêt, et c'est ce qui fait sa beauté en même temps, c'est ça qui est troublant, et en même temps elle nous produit évidemment du bois. Voilà. D'accord, donc la regarder, l'observer et la production du bois, il n'y a pas une certaine contradiction là? Alors là, c'est les sujets qui fâchent, oui, effectivement. Allez, fâchez-vous, Sylvestre, allez-y, n'hésitez pas. Alors, allons-y. Non, mais, comment dire, on lui demande beaucoup à la forêt. Hein. C'est une bien bonne fille, j'allais dire. Et c'est vrai que... Et on l'a sollicité aussi beaucoup depuis quelques siècles. Hein, mais quand même, la chose s'emballe. Et que de voir, par exemple, les gros engins qu'on y met, etc., les tassements de sol, etc., on n'imagine pas les perturbations que ça provoque, quoi. Hein, Et en même temps, c'est un lieu qui fabrique du vivant à des échelles de temps différenciées. Et donc, il faut que tout ça cohabite et ne se désynchronise pas. Et quelque part, l'extraction de bois, par exemple, avec des gros engins dans le cloisonnement, même si on fait des cloisonnements, eh bien, on perturbe ces mécanismes profondément. Enfin, ça m'a, dans la fin de ma carrière, et même toute ma carrière, ça m'a choqué, quoi, ça. Parce que il faudrait être plus délicat, quoi, plus attentionné, plus... Voilà. Vous avez presque un langage amoureux vis-à-vis de la forêt, Sylvestre. Vous voyez, je le confesse. Encore une fois. Bon, très bien. Mais vos convictions pour vous, c'est
j'ai l'impression que vous nous dites que la forêt peut se débrouiller par elle-même quand même. Est-ce qu'on n'est pas trop interventionniste, nous les hommes, les humains dans la forêt ? Mais oui, la réponse aux problèmes qui arrivent à la forêt, parce qu'on constate, entre les brostriches, les ormes, la cale à rose, les buis, etc. Tout ça, c'est des dysfonctionnements introduits par l'humain dans les milieux. Et les buis, c'est du négoce de buis avec la Chine. Oui. L'orme, par exemple, qui a été décimé, c'est du négoce, c'est arrivé par la Hollande, par exemple, un champignon, etc., etc. Les plantations d'épicéas qui sèchent et qu'on ramasse, c'est aussi introduit dans la deuxième moitié pour grande partie du XXe siècle. Et ça avait une croissance très rapide, ça sollicitait puissamment les milieux, ça fabriquait de la biomasse, mais une biomasse très simplifiée, ça a simplifié les milieux, et là, le climat bougeant un peu, c'est plus adapté, quoi. Alors du coup, c'est nous qui avons précipité quelque part avec notre gestion, mais on ne savait pas qu'on allait se trouver confronté à un réchauffement des températures qu'on constate. Que ça allait être extrêmement délicat pour la forêt, quoi. Alors du coup, la forêt héritée, très certainement, et c'est ça un des enjeux, c'est qu'il faut essayer de garder de la forêt mature, ancienne, le maximum, de façon à repartir sur une base biologique plus complexe, quoi, et qui a coévolué, dont tous les éléments ont coévolué depuis quelques milliers d'années. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que la forêt nous avertit finalement en ce moment ? Est-ce que, par exemple, les Amérindiens, le peuple premier, nous disent ça ? Vous aviez fait une rencontre, je crois, avec un grand savant. Oui, je vous remercie de me relancer là-dessus parce que c'est une de mes rencontres importantes qui a marqué ma vie et la vie d'un certain nombre de collègues forestiers. C'est un prix Nobel alternatif, Raúl Montenegro, un Argentin, qui a vécu avec les Indiens Guarani. Et il se trouve qu'on lui a fait visiter de la forêt, dont la réserve biologique intégrale de Bonnet, sur les contreforts de Chahu. Et en nous observant, parce qu'il est très observateur et très plein de malice en même temps, il nous a dit « Ah, quand je vous vois, vous les forestiers, vous me faites penser aux Indiens Guarani. » Alors c'est qui les Indiens Guarani ? Alors c'est un peuple premier d'Argentine, quoi, et qui vit au contact avec la forêt, qui en complète symbiose et accord ou désaccord avec la forêt, mais en tout cas qui est constitutif du fonctionnement d'une forêt, puisque la forêt amazonienne, c'est ce qu'on a découvert ces dernières années, a été enrichie par les cultures itinérantes des peuples premiers. Merci Sylvestre. Voilà, nous sommes passés de Chahu à l'Argentine. C'est un grand voyage que vous nous faites vivre, pardon. Et vivement la semaine prochaine pour continuer notre exploration forestière. Une belle manière de l'exploiter sans l'abîmer. Tous en forêt ce week-end, il fera beau.